Bonjour, Koué. Avant toute chose, je veux commencer par reconnaître et saluer les gardiens et gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons. J'exprime aussi mon respect envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et du futur, et reconnais la contribution des peuples autochtones à la culture de la société québécoise. Je me présente, Jean-Pierre Marquis, vice-doyen et secrétaire de la Faculté d'éducation permanente et membre du comité de décolonisation, réconciliation et autochtonisation. Il me fait un immense plaisir de vous présenter la deuxième conférence de la série Les grandes rencontres de la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Un moment d'échange où plusieurs thèmes et enjeux d'actualité au cœur de la mission de la Faculté sont abordés par la grande communauté diplômée de l'Université de Montréal. La conférence d'aujourd'hui, animée par Mme Sonia Bonspil-Boileau, cinéaste, scénariste et productrice, Quand j'ai pas le choix. portera sur, et je cite le titre, « Les femmes autochtones, rôles, enjeux et représentations médiatiques ». De par ses nombreuses et riches rencontres au fil de ses nombreux projets, documentaires, séries, télévisés, films, etc., et dont Pour toi, Flora, qui est une magnifique série, vraiment très, très touchante. Madame Boileau, Bonsil-Boileau, magazine Un savoir unique et une grande connaissance très fine des femmes autochtones et de la situation des femmes autochtones. Profitez de cette rencontre pour apprécier son expérience et ses connaissances sur le rôle des femmes autochtones, les enjeux qui leur sont propres et le traitement médiatique reçu. À la fin de la conférence aura lieu une période de questions. Nous vous inviterons à prendre la parole en présence ou à noter vos questions dans la boîte de clavardage à distance. Sonia, je vous invite à prendre la parole maintenant. Merci beaucoup. Nyawagoa, merci. Merci. Je vais prendre mon petit clicker. Ah, petit clic. Oh, par là. Si je pointe par là, hein, même pas. Comme ça? Oui, je l'ai testé, mais c'est pas grave, je peux parler. Sego Sewagwego, Sonia Yunjas, Bonsimil Boileau, Tewaksa Nazare, Ganyegeha Gana Jadota, Wagatsinu ni Digan Iges. J'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai dit que j'étais Ganyegehaga et que je suis très heureuse d'être ici. Merci pour cette invitation, Nyawagoa. Bon, premièrement, oui, je suis cinéaste, scénariste, réalisatrice, productrice quand j'ai pas le choix. J'aime pas vraiment ça produire, mais des fois, on n'a pas le choix. Mais je suis d'abord et avant tout une femme de la communauté de Ganasadage, qui est une communauté Ganyegehaga. Puis, Ganyegehaga... on l'a testé, hein? Vous êtes témoin, on l'a testé, ça fonctionnait super bien. Sinon, c'est pas... Ouais, encore? Ouais, ouais. Yeah! Donc, je suis de la nation Ganyegehaga. Ce que vous connaissez, c'est le nom de Mohawk. Par contre, Mohawk, ce n'est même pas un mot Mohawk. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un mot Anishinaabe, algonquin. Puis, c'est le mot qui perdure à travers le temps parce que ça a été un mot beaucoup plus facile pour les Européens d'apprendre. C'était plus facile à apprendre le mot Mohawk qu'apprendre Ganyegehaga. Et en fait, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Mohawk? C'est sûr qu'en ligne, vous ne pouvez pas répondre, mais en présence ici, est-ce que vous le savez? Ça veut dire mangeur d'hommes. Puis, c'était les Anishinaabe qui trouvaient que les Haudenosaunee, les Iroquois, étaient quand même très violents hein, sur le warpath, qu'on disait en anglais, là, sur le chemin de guerre, donc les grandes guerres entre les Iroquois et les Algonquins, les Haudenosaunee et les Anishinaabe. Puis, donc, on avait la réputation d'être féroces, donc ils nous ont comme définis comme étant les mangeurs d'hommes. Puis, c'était juste tout simplement plus facile pour les colons de se rappeler du mot Mohawk. Mais en fait, Ganyegehaga, ça veut dire peuple du silex. Puis, au Québec, il y a 3 communautés qui sont Ganyegehaga. Puis, c'est Akwesasne, Ganawage et, chez moi, Ganasadage.
Donc, comme vous voyez, c'est écrit avec des K, mais les K, il faut les prononcer comme des G. Bon, nous, notre nation, puis là, ça va, vous allez voir, là, ça s'en va dans notre thème sur les femmes autochtones. Nous, notre nation, c'est une nation qui est matriarcale et matrilinéaire. Il y a vraiment une nuance entre les deux, mais ça s'inscrit dans la même mouvance. C'est que matriarcal, en fait, c'est que ce sont les femmes qui prennent les décisions. Ce sont les femmes qui sont à la tête des familles, de la maison longue dans le temps, du village et tout ça. Puis matrilinéaire, bien, ça veut dire qu'on suit, en fait, la mère dans la famille. C'est-à-dire que, je donne un exemple, tu sais, on est dans une société très patriarcale. Quand on a nos enfants, le nom de notre enfant porte le nom de famille du papa dans 90 des cas. Nous, c'est le contraire. On porte le nom de famille de la maman. Puis dans le temps, quand on vivait dans les différentes maisons longues, bien, quand on rencontrait, si un homme rencontrait la femme de sa vie, une fois qu'il était marié, il allait vivre avec la mère, la famille de la mère. Donc, c'est ça, matrilinéal. Évidemment, nos rôles, en fait, le rôle des femmes autochtones a évidemment beaucoup évolué avec la venue de la colonisation, mais il y a des choses qui sont encore très ancrées dans nos communautés, puis c'est évidemment le partage des savoirs, le partage des traditions, la protection de celles-ci aussi, protection des traditions, mais surtout la protection, bien pas surtout, mais aussi, mais surtout dans le contexte du sujet de la conversation, protection du territoire. C'est vraiment la responsabilité des femmes dans ma nation de protéger le territoire. Ce qui nous mène à 1990. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Ganassadagé en 1990? Il y en a beaucoup qui font oui. Bon, c'est ce qu'on appelle, comment vous appelez ça, vous? La crise d'Oka. J'appelle pas ça la crise d'Oka. Moi, j'appelle ça plutôt le siège de Ganassadagé parce que ce n'était pas une crise à Oka, c'était une attaque sur notre communauté. Puis c'était beaucoup plus que l'agrandissement d'un terrain de golf, c'était suite à des années et des années de dépropriation du territoire et aussi de la communauté qui tentait auprès de toutes les instances gouvernementales de se faire reconnaître comme une nation indépendante sur le territoire. Puis le territoire s'est vu rapetir, 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 rapetir. Je ne donnerai pas un cours d'histoire sur Kanessetake, mais c'est parce que c'est important de le comprendre parce que ça a beaucoup influencé l'image médiatique qu'on a de chez moi. Donc voilà. Moi, j'ai grandi, quand j'étais petite, là, avec une image que les femmes de ma communauté, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est parce qu'il n'y a comme pas de mot en français pour ça, mais c'était des badass. C'était des femmes fortes. Quand il y avait des conflits, des problèmes, c'était ces femmes qui étaient là pour les régler. Quand il y avait des réunions communautaires ou quoi que ce soit, si une Dora, une grand-mère de ma communauté parlait, même euh, au plus têtu des hommes, il allait l'écouter, la grand-maman. Donc, c'était comme ça. Puis, pendant les événements avant le 11 juillet, donc les semaines et les mois avant ce qui était connu comme la première journée de la crise d'Oka, les femmes de ma communauté ont tenté de se faire entendre, ont tenté de défendre le territoire, ont tenté d'empêcher un agrandissement du terrain de golf qui allait détruire notre cimetière traditionnel et qui allait détruire la pinède, la forêt, qui, soit dit en passant, est la plus vieille forêt plantée du Canada et c'était planté autant par les gens de la communauté, donc les Gonosedaguerono, que les colons qui habitaient dans le village. Puis ça a été planté pour protéger tout le monde et pour protéger surtout ceux qui habitaient dans le village, qui étaient à cette époque-là un mélange entre Gonosedaguerono et les Oquas. Parce que sans la forêt, à cause de l'inclinaison du sol, il y avait un risque d'éboulement. Puis ils ont planté les arbres pour protéger. C'est ça qui est triste et ironique et dommage.
Donc, c'était les femmes qui ont érigé une petite barricade. Là. Je ne parle pas de celle que vous vous imaginez là, qui bloque la route principale. Je parle d'une petite route de terre. Et c'était les femmes qui tentaient de négocier jusqu'au matin même du 11 juillet, quand la Sûreté du Québec est arrivée. Ce sont les femmes qui ont fait carrément une chaîne humaine pour être celles qui allaient aller au front pour défendre le territoire, parce que ça fait partie de leur rôle. Donc, moi, j'ai toujours grandi en voyant ces magnifiques femmes-là. Et ça n'a pas été long, par contre, dans les médias, qu'à un moment donné, on ne les voyait plus tellement. Bon, on voyait encore Hélène, heureusement, mais pas tant les autres. Puis, tranquillement, pas vite, ces femmes-là ont comme disparu de notre image, disparu de la télé. On a laissé place qu'aux warriors, qu'aux hommes masqués, qu'aux hommes armés. Puis, c'est devenu une frénésie médiatique. On a été à la tête de toutes les manchettes pendant 78 jours, autant national qu'international. Puis, c'est devenu du sensationnalisme. Moi, j'avais 11 ans. Puis, bon, c'est sûr que tout a changé. Du jour au lendemain, il y avait des amis que j'avais plus le droit d'avoir parce que les parents ont su que j'étais Mohawk. Puis là, ils voulaient plus que leurs enfants jouent avec nous. J'ai une voisine qu'on allait se baigner chez elle tout le temps. Et là, tout d'un coup, j'avais plus le droit d'aller dans sa piscine. Puis, on était comme dans un... Tu sais, on avait des barricades, tu sais, on était encerclés, disons, où j'habitais. Mais ça ne nous empêchait pas d'être des enfants qui, dans ce temps-là, n'avaient pas Internet. Donc, on prenait nos vélos pour aller jouer dehors. Puis, bon, tu te prends une routine, puis tu trouves tu sais, comment passer ton été, malgré la tension, malgré les chicanes et tout ça. Donc, avec mes amis ou avec mon frère, on était témoins de quelque chose qui se passait dans la journée, souvent proche des barricades. Puis à tous les soirs, on regardait les nouvelles. Puis des fois, on voyait les mêmes événements, mais racontés complètement différemment. Là, c'était une toute autre perspective de ce que j'avais même moi vu. Puis même moi, là, du haut de mes 11 ans, je faisais, attends une minute, c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas juste ça qui est arrivé. Ou la personne, elle n'a pas dit juste ça. Tu sais, des fois, nous, on allait là, aux espèces aussitôt qu'ils se mettaient à interviewer des gens, il y a toujours des enfants en arrière qui veulent être à l'image. Puis là, il y avait des gens animés qui parlaient, tout ça, et on faisait vraiment un choix éditorial d'aller chercher la phrase qui punch. Puis c'était ça qui passait aux nouvelles, interprété avec une lentille très, très, très coloniale de la situation. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai, c'était vraiment pire en français. C'était vraiment pire dans les médias francophones québécois que dans les médias anglophones ou nationaux anglophones. Puis ça me fait de la peine de le dire, là. Je suis très fière de qui je suis en tant que... mon père est québécois, là. Moi, j'ai un pied dans les deux univers et j'adore les deux univers. Puis ça me faisait vraiment de la peine de constater à quel point il y avait une différence dans la couverture médiatique du côté francophone. Puis ça m'a pris du temps avant de réaliser, mais tout ça, évidemment, découle d'un manque de connaissance de notre histoire collective à tous et surtout de l'histoire des Premières Nations. Parce que souvent, quand je regardais les médias, on parlait des événements, là, de l'actualité collée là, dans les médias. Donc, on parlait juste du maire à ce moment-là qui voulait agrandir le golfe, puis que nous, on ne voulait pas. On parlait juste de ça. On ne creusait pas plus loin de pourquoi ça s'est rendu là, pourquoi le territoire est disputé. Mais c'est qui a le droit au territoire, là? Puis c'est quoi l'histoire de toute cette région-là? Pourquoi sont fâchés de même, eux autres? Ça, on n'allait pas là. On ne poussait pas plus loin. Mais ce que ça le fait, bon, le pouvoir des médias, ça change notre perception de l'autre. Et ça, là, je l'ai vécu, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point que la vie a changé après cet été-là, à force de voir des images négatives des Kanien'kehá:ka. Honnêtement, là, pendant plusieurs années après, à force d'entendre des commentaires racistes, des commentaires ignorants, c'était pas mal plus facile pour moi de me cacher derrière le nom de famille Boileau. Puis, j'ai décidé de faire ça une bonne partie de mon secondaire. Parce qu'à toutes les fois où je voulais exprimer une certaine fierté,
on me rappelait là, ce côté négatif, là. Moi, je suis allée dans une école provinciale là, du Québec. Je ne suis pas allée dans l'école secondaire de ma communauté. Il y en avait même pas dans ce temps-là, une école secondaire dans ma communauté. Puis, à un moment donné, là, je vous donne là, un exemple de mini-micro-agression, mais il y en avait tout plein. Mais à un moment donné, j'avais un T-shirt avec le drapeau de la Confédération Haudenosaunee. Puis, on m'a dit de l'enlever parce que c'était un symbole de gang. Puis, j'ai fait, oups, OK, non, c'est le drapeau d'une nation, mais OK. À un moment donné, il y a des infirmières qui ont appelé des gens à l'intercom, puis sont venus chercher quelques personnes dans les classes. Puis quand j'ai suivi l'infirmière jusqu'à dans un local, j'ai réalisé que toutes les personnes dans ce local, c'était des membres de la communauté de Ganassadagé. On se connaît tous, là, évidemment. Puis on était tous là pour se faire fouiller pour des poux. Mais il n'y avait personne d'autre de d'autres nations qui ont eu ce traitement-là. Fait que, tu sais, des petits exemples de même que tu fais, oups, OK, petite microagression, petite microagression. Et je sais que ça vient en partie, pas évidemment au complet, là, mais ça vient en partie de l'image que le reste du Québec s'est fait de nous à travers les médias. Donc, les médias peuvent changer notre perception de l'autre, donc définissent un peu comment on voit l'autre. Puis pensez-y, vous le vivez à tous les jours là, en consommant des médias, ça vient teinter comment vous interprétez une situation. Mais ce qui est encore plus dangereux et plus triste, c'est que ça finit par changer la perception de soi. Puis moi, c'est ça que ça m'a fait, mais je sais que je ne suis pas la seule. Et je sais que ça a beaucoup affecté les femmes autochtones, la façon dont elles ont été traitées dans l'imaginaire collectif, puis dans les médias. Donc là, on inclut un peu les arts par la suite. Ce qui a changé un peu pour moi, là, c'est que la très grande et magnifique et extraordinaire Alanis Obomsawin a fait un documentaire sur les événements dans ma communauté qui s'appelle Ganassadagé, 270 Years of Resistance, ou 270 ans de résistance. Si vous ne l'avez pas vu, c'est gratuit sur le site de l'ONF. Puis moi, je l'ai vu un peu plus tard qu'en 93, je l'ai vu en 96. Puis c'était la première fois c'est la fois, en fait, que j'ai compris qu'on pouvait aussi se raconter, qu'on pouvait aussi là, dire les vraies affaires, mais de notre point de vue. Jusqu'à temps que je vois ce documentaire-là, j'y croyais pas. Je pensais que, bon, les médias, c'est pas pour nous. On va devoir vivre avec la façon qu'on est interprété, puis lutter autrement. Je pensais même pas que c'était possible de se raconter. Là, dans ce film-là, je pouvais voir des moments, des événements, des gens que je connaissais, puis c'était des paroles que moi, je pouvais reconnaître. Je sais que cette personne-là parle comme ça. C'était des événements que je faisais, hey, voici l'événement au complet, au lieu de juste le petit moment qu'on a mis aux nouvelles. Voici un peu d'historique de pourquoi on s'est rendu là. C'est la seule qui a fait ça, là, qui a donné l'historique. Puis là, ta perception change. Tu fais comme, ah, OK, là, je comprends. Tu sais. Donc, les femmes autochtones. Dans l'imaginaire collectif, là, évidemment, on est dans une mouvance en ce moment qui, on s'entend, là, on, on est dans un moment dans la société où est-ce qu'on reconnaît l'apport et la valeur des femmes autochtones en général. Reste que la lutte n'est pas terminée. Malheureusement, quand on parle de femmes et filles autochtones disparues, assassinées, les chiffres ont un peu changé, mais on a encore du chemin à faire. Puis, je crois, mais pas juste moi, il y a des études qui le démontrent, que l'image qu'on a véhiculée des femmes autochtones à travers le temps, à travers les médias, à travers euh, l'art et les histoires, c'est venu teinter, euh, c'est venu en fait réduire ou défaire la vraie force des femmes autochtones. Donc, dans notre imaginaire, dans l'imaginaire collectif, tout le long du 19e siècle puis le début du 20e siècle, dans le cinéma, la littérature, il y avait trois archétypes qu'on voyait à l'écran. Il y avait trois types de femmes autochtones. Ça, c'est quand elles existaient à l'écran. On s'entend, là, les autochtones ont été invisibles longtemps là, à l'écran. Mais quand on écrivait des histoires
avec des femmes autochtones, il y avait 3 types de personnages autochtones. Il y avait la vieille indésirable. Donc, ce qu'on appelait là, l'espèce de soit mère ou grand-mère ou sorcière. Puis là, je m'excuse hein, pour les termes, mais c'est pas moi qui les ai inventés. C'est vraiment, il y a des livres à ce sujet, il y a des thèses de doctorat à ce sujet. Donc, le premier stéréotype ou archétype, c'est la sage sauvage. Donc, il existe ce personnage-là dans les histoires racontées. Il existe aussi la femme fatale, la femme facile, dont celle qui est souvent hypersexualisée et ce qu'on a malheureusement qualifié de la squaw. Je déteste le mot, je suis désolée de l'avoir dit. Puis, il y a la princesse. En passant, là, ça n'existe pas, une princesse autochtone. Là. Ça n'existe pas. On n'est pas de la royauté. Je veux dire, et pourtant, c'est quelque chose qui continue à être véhiculé dans certaines histoires. Il n'y en a pas de princesse. C'est souvent, par contre, dans les histoires, dans les films américains, puis même dans la littérature, soit dit en passant, beaucoup de littérature européenne ont ces personnages-là, surtout la princesse, même si beaucoup de ces auteurs n'ont jamais mis les pieds en Amérique du Nord. Mais la princesse, c'est souvent comme la fille de quelqu'un d'important, donc la fille d'un chef ou la fille de l'homme, le meilleur chasseur d'un village. C'est comme ça un peu qu'on le définit comme la princesse. Puis c'est souvent celle qui va tomber en amour avec l'homme blanc. Parce qu'évidemment, l'histoire est basée sur un homme blanc, là, on s'entend, là, c'est toujours basé sur une histoire, sur un homme blanc. Puis qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces dames? Elles meurent, tout le temps, dans toutes les histoires. Il n'y en a pas une qui survit. Puis là, j'ai mis des exemples de films, surtout parce que je suis cinéaste. Donc, c'est ça, The Squaman, il y a eu 2 versions, une version en 1914, une version en 1931. Broken Arrow, qui a été un film très populaire en 1950, et Across the Wide Missouri de 1952. C'est juste 3 exemples que ces femmes-là existent, mais il y en a tout plein, là. N'importe quel western du début du 20e siècle, il va avoir ces clichés-là. Il y en a un peu moins au Canada, simplement parce qu'on produisait vraiment moins de films. C'est juste ça. Au Canada, en début du 20e siècle, oui, au Québec, là, on avait quelques œuvres qui étaient vraiment plus concentrées sur notre identité au Québec, puis des documentaires. On pourrait en parler longtemps aussi, des traitements des Autochtones dans les documentaires, mais je reviendrai parler de ça un moment donné. Donc, voilà, ça, c'est des images de ces films. Bon, ça a un peu évolué à partir des années 60, 70 jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours la princesse, par contre. On l'aime, la princesse. Il y a la victime, celle que l'homme blanc doit sauver. Puis c'est vraiment triste à constater, mais elle est souvent victime de son identité. À cause de qui elle est pauvre. À cause de qui elle a un problème de consommation. À cause de qui elle est et où elle est perdue. Elle souffre. Victime de quelque chose qui a rapport à son identité. Et ce qu'elles ont en commun, ces personnages, c'est qu'elles ont au service du personnage masculin. C'est que leur histoire, c'est pas une vraie histoire, là. Il n'y a pas d'arc de son personnage. C'est qu'elle est rattachée à l'arc du personnage principal et elle sert le personnage principal. Puis, elle est hyper sexualisée, tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait vraiment moins avant la moitié du 20e siècle. Et plus le temps avance dans le cinéma, plus cet aspect-là est présent quand il y a des personnages de femmes autochtones. Puis là, j'ai donné des exemples. Et en passant, elle meurt aussi pendant tout le temps. Il danse avec les loups. Ah, ironie de Il danse avec les loups. J'ai 2 ironies. Premièrement, ce film-là est sorti en 1990, en même temps que les événements dans ma communauté. Je peux-tu vous dire à quel point il y en avait des Autochtones au cinéma qui sont allés voir ce film-là? Mon conjoint, qui vient aussi d'une communauté autochtone à Kitikon-Zibi, il y avait un petit cinéma, puis juste lui, il se rappelle que cet été-là, sont allés à tous les vendredis, tout l'été. Parce que malgré les clichés, les stéréotypes et tout le tralala, on reconnaissait des acteurs autochtones, des vrais acteurs autochtones,
pas des Italiens, des whatever comme on faisait autrefois, ou que même des Américains qu'on peinturait le visage puis qu'on mettait une perruque. Le film avait au moins fait l'effort d'engager les Autochtones. Fait que, tu sais, là, petit pas. Mini, mini pas. L'autre truc que je voulais dire de Il danse avec les loups, elle ne meurt pas, mais elle n'est pas autochtone. Elle a été adoptée par la famille autochtone. C'était une blanche adoptée. Fait qu'elle, elle avait le droit de vivre. Pocahontas, qui est le pire stéréotype. Le pire. Puis là, elle revient à plusieurs fois, là, parce que The New World, c'est aussi l'histoire de Pocahontas, juste racontée différemment, là, un film épique et tout ça. Mais toujours romancé, puis c'est toujours, hein, ça revient à la princesse et la victime, tu sais, Pocahontas, c'est les deux un peu. C'est comme, tous les stéréotypes sont dans un personnage, hyper sexualisé, victime de son identité, tombe en amour avec l'homme blanc qui va la sauver, évidemment au service du personnage masculin, malgré qu'on a essayé de le faire comme si c'était elle qui était à la tête d'un récit, mais bof, pas tant. Euh, Puis, ben, c'est ça. La réalité, là, c'est que Pocahontas a été violée, kidnappée par deux hommes blancs qui l'ont amenée en Europe. Elle est tombée malade, puis elle est morte à 14 ans. C'est ça l'histoire de Pocahontas. Comment on a décidé de romancer ça? Puis même plus récemment, Avatar, là, ça dit pas que c'est une histoire autochtone. Mais Avatar, c'est la situation des Autochtones. Mais si tu regardes le personnage féminin dans Avatar, il suit tous ces stéréotypes-là. Puis même, là, un film que j'adore, là, Killers of the Flower Moon, c'est un super bon film, pas vrai, là. Puis c'est Martin Scorsese, c'est Leonardo DiCaprio. Tu sais, mon Dieu, un Oscar, wow, pour une femme autochtone. Mais elle meurt. Puis elle est au service du personnage de Leonardo DiCaprio tout le long du film. Fait qu'encore, ça c'est 2024, on a encore du chemin à faire. C'est mieux, là. Il y a une belle représentation. Pour ceux qui l'ont vu, le Killers of the Flower Moon, il y a quand même une belle représentation de la culture. On parle de faits vécus, fait qu'évidemment, on ne pouvait pas trop s'éloigner de la réalité. Par contre, clairement, la lentille qu'on prend, là, l'image qu'on veut en faire, on a de la misère à se défaire là, des stéréotypes et des archétypes qu'on a bâtis dans les 150 dernières années. Là, tu sais. Bon, ce que ça dit, ces films-là, c'est que quand on adhère à la vie coloniale, on survit. Tous les films qui ont un personnage, surtout un personnage féminin, évidemment, dans une histoire où il y a un homme blanc là, à la tête de l'histoire, la femme qui survit, c'est celle qui va suivre l'homme blanc. C'est celle qui va adhérer à la vie coloniale. Elle va s'en sortir. Celle qui va se sortir de sa communauté, qui va se défaire de son ex qui est autochtone, qui va se défaire de ses parents ou qui va se sauver d'un centre jeunesse. Tu sais, tout ça, là, elle s'en sort quand elle adhère à la vie coloniale. Ou quand on adopte l'homme blanc, on survit. Fait que l'inverse. Tu sais, il y a des films où est-ce qu'il y a l'homme blanc qui, oh, il adore la culture de telle nation et là, va comme complètement aller vivre, tu sais, le dernier des Mohicans, là. Je deviens, tu sais, de cette nation. The Revenant aussi, ça touchait un peu ça, hein? Oui, elle en meurt quand même, mais bon. Non, elle en meurt pas, c'est le bébé qui meurt. Bref, quand on accueille l'homme blanc et il nous apprend des choses, là, on survit. Vous voyez le genre de message que ça donne en termes de valeur de la femme autochtone dans la société. Justement, là, ça, c'est les deux versions de Pocahontas. Cette image-là est très, très parlante. Là, bon, je pourrais en parler longtemps de ce film qui était un des plus endommageants. Donc, ce que ça fait comme conséquence, évidemment, c'est la dévalorisation du rôle et des savoirs des femmes autochtones. Puis, ce que je veux dire par là, c'est qu'on les réduit à quelque chose qui est au service de l'homme blanc et que ce que les femmes ont, dans qui elles sont, dans la culture dans laquelle elles sont ancrées, ça n'a aucune valeur. Quand j'ai fait un long métrage qui s'appelle Rustic Oracle, en français, il s'appelle Vivace. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Rustic Oracle, c'est un film qui est sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
C'est l'histoire d'une adolescente qui disparaît de sa communauté, puis c'est sa petite sœur de 8 ans qui essaie de comprendre. Donc, tout le film est raconté à travers les yeux d'une petite fille de 8 ans. Puis, on me demande toujours pourquoi ça s'appelle Rustic Oracle. Puis, j'explique que, premièrement, Rustic Oracle, c'est un terme poétique anglais pour un pissenlit, la fleur. Puis, ce que j'explique, c'est que le pissenlit, dans la société, c'est vu comme une mauvaise herbe. Il faut l'enlever, il faut s'en débarrasser. Par contre, si on regarde le pissenlit, ce qu'est le pissenlit, là, le pissenlit est plein de médecine. Le pissenlit est premièrement, une super belle fleur. On a juste décidé qu'on n'aimait plus le jaune tout d'un coup. Là. C'est une super belle fleur. Il y a de la richesse dans la fleur, dans la racine. C'est une fleur qui peut pousser même à travers l'asphalte. C'est une fleur qui, autrefois, les fermiers utilisaient pour prédire la météo, le changement de saison. Il y avait toutes sortes d'affaires qu'elle existe pour une raison, puis elle est pleine on peut traiter des problèmes de reins, des problèmes de digestion, des problèmes d'arthrite en se faisant des tisanes. Par contre, comme société, on a décidé que c'était de la mauvaise herbe, puis que c'était mieux de s'en débarrasser. Malheureusement, moi, je dirais que la société a décidé de faire la même chose avec les femmes autochtones. C'est drastique, là, comme commentaire. C'est mon éditorial de la journée. C'est drastique comme commentaire, mais c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que ça sert la colonisation de le voir comme ça. Comme je vous ai dit, les femmes, surtout d'une nation qui est matriarcale, matrilinéaire, ça a beaucoup de pouvoir. C'est un pouvoir qui va un peu à l'encontre du message de la colonisation. Même le système de pensionnat pour Autochtones, si on regarde ça, là, c'est défaire le rôle de la mère. C'est enlever à la mère ses outils, pas juste d'élever ses enfants dans le sens les élever pour être des humains, c'est aussi les élever, là, leur donner un statut et enseigner les traditions, les valeurs, les responsabilités qu'ils et elles ont comme membres d'une collectivité. Fait qu'en enlevant cette capacité-là aux mères de transmettre tout ça aux enfants, bien, on les enlève là, de qui elles sont, du rôle qu'elles ont dans leur société et on favorise encore plus la colonisation. Fait que tu vois, tout est lié. Ce qui fait que, là, je rentre dans quelque chose de plus positif. Ce qui fait que moi, qui voulais raconter des histoires et qui voulais briser un peu les stéréotypes et dire, hey, si Alanis est capable, moi aussi, je suis capable. J'ai commencé à faire des documentaires pour raconter des histoires qui, moi, là, étaient très chères, qui étaient des histoires importantes pour moi, là, qui me bouleversaient. Puis, j'ai fait plusieurs documentaires où je m'adressais à la fin des visionnements à une foule que j'ai compris était déjà un peu conquise. Puis, vous, quand vous allez voir un documentaire, forcément, c'est sur un sujet qui vous intéresse. Si tu aimes la Formule 1, tu vas aller voir un documentaire sur la Formule 1. Si tu haïs la Formule 1, tu n'iras pas voir un documentaire sur la Formule 1. C'était un peu ça qui m'arrivait avec les enjeux autochtones. C'est que je m'adressais déjà à des gens qui comprenaient ou qui s'y intéressaient ou qui avaient de l'empathie. Moi, je voulais rejoindre les autres, là. Ceux qui n'écoutent pas. Là. Puis, j'ai toujours aimé, évidemment, les histoires, la fiction et tout ça. Puis, j'ai écrit un long métrage de fiction sans trop de prétention, honnêtement. Là. Puis, quand j'ai voyagé avec ce film-là, j'adresse à rien là, dans le film. Là. J'adresse pas de trauma Ben oui, un peu. Là. En tout cas, je volontairement n'adressais pas certains enjeux typiquement autochtones. C'était une famille autochtone qui vivait dans une communauté, puis il y avait un enjeu d'un hold-up dans un dépanneur. C'est ça. Là. Évidemment, les personnages, quand ils se dévoilent leur situation et tout. Puis quand je finissais les projections de ce film-là, là, les gens se mettaient à me poser des questions et étaient super intéressés par les enjeux sociaux de cette communauté-là, de ces gens-là. Et là, je m'adressais à des gens que j'aurais pas pensé seraient intéressés. Mais c'est parce qu'à la base, ils ne l'étaient pas. Ils sont juste venus voir un film sur un hold-up. Mais c'est parce que je suis allée les chercher
avec des personnages intéressants, avec des émotions auxquelles on peut s'identifier. Tu sais, tout le monde a des problèmes de famille, tout le monde aurait peur dans une situation d'hold-up. Donc, trouver le point commun, mais la fondation en dessous, elle était très unique à la situation des Autochtones. Puis c'est là que j'ai fait ah ah! Maintenant, je vais raconter de la fiction. Fiction dans le sens, c'est des histoires, là, pas fiction dans le sens, ça n'existe pas, là, vous comprenez la nuance, là, dans le monde du cinéma et de la télé, quand on dit fiction, c'est écrit avec des personnages, des acteurs, un décor et tout ça. Puis hop, c'est mort. Ah non, OK. Euh, Parce que parallèlement à ça, en passant, je peux-tu vous dire une statistique qui n'est pas géniale, mais que quand le DEP est sorti en 2015, en 2015, le film jouait dans quand même un assez grand festival au point qu'on avait une publiciste qui était attachée au projet et tout ça. Puis à un moment donné, elle m'a appelée puis elle a dit Hey, ça se peut-tu que tu sois comme la première femme autochtone avec un film de fiction, genre au Canada? J'ai fait Mais non, 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 il y a, il y a. Et là, je cherchais puis j'ai fait Aïe, aïe, je suis la première à faire un film de fiction au Canada. C'est cool, entre guillemets. Yeah, tu sais, eux, t'es bien content, là, côté publicité, là, ça fait full winner, là. Mais moi, j'ai pleuré de tristesse et de frustration et de déception envers le pays parce que j'ai réalisé que ça a pris jusqu'à 2015 avant qu'on finance un projet d'une femme autochtone. Arc! C'est à ce point-là qu'on est en retard dans la souveraineté narrative. C'est à ce point-là qu'on n'avait pas notre place pour se raconter. Donc, il y a quand même eu un gros mouvement dans les mi-2010, là, je dirais entre 2008 puis 2012-13, pour nous donner le droit de se raconter, pour essayer de briser tous ces stéréotypes-là, puis briser là, toutes les images négatives qu'on a des Autochtones à l'écran. Heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'histoires qui sont racontées par des créateurs de contenu autochtones parce qu'il y a des règlements puis des balises qui sont mis en place pour protéger nos histoires. Parce que en 2005, 6, 7, 8, 9, 10, là, dans ce coin-là, il y avait quand même un intérêt pour des histoires autochtones. Puis ça venait avec un mouvement de société. Hein? Tu sais, Justin Trudeau, il prêchait vraiment la réconciliation. Il y a eu la commission Vérité, Réconciliation et tout, qui en passant est un résultat de 1990. C'est une autre histoire, mais bon. Euh, Puis, le problème, c'est qu'il y avait un intérêt pour nos histoires, mais racontées par des réalisateurs, scénaristes, producteurs non autochtones, majoritairement hommes blancs. Parce qu'en cinéma, la parité, ça n'existe pas encore. Puis, ça faisait juste véhiculer certains stéréotypes encore plus loin, mais dans un contexte contemporain, ce qui était encore, à nos yeux, encore plus dangereux. Donc, est venue la souveraineté narrative qui doit être défendue. Donc, la souveraineté narrative, c'est la réappropriation de nos histoires et le pouvoir de les raconter d'une manière authentique, donc de notre point de vue. C'est une réappropriation de notre image et de la perception sociale de nos nations, en créant du contenu à notre image et qui reflète nos réalités, nos histoires, nos cultures et nos identités. Et depuis ce temps, on a des œuvres de créateurs de contenu autochtones à travers tout le Canada qui peuvent offrir une vision qui est plus authentique, qui est plus vraie, qui est différente. Puis je ne parle pas juste dans les personnages, les récits, mais même la façon de raconter est différente. Nos nations, on est des raconteurs d'histoires depuis des millénaires, mais ce n'est pas nécessairement structuré de la même manière. Donc, même juste la façon de raconter est différente et rafraîchissante. Puis, il y a eu je dirais pas un gamble, mais les premières années, c'était plus des raisons politiques, là, de s'auto-féliciter, là, faire comme, tiens, on a financé tel projet, bravo. Yeah, on a fait notre devoir social. Mais ces films-là ont eu du succès. Ces émissions-là ont eu du succès à l'international et national. Donc, en plus, on a prouvé qu'on pouvait bien se raconter, puis quand même faire des œuvres que les gens voulaient voir. Puis j'espère que ces œuvres-là, quand on va avancer dans 50 ans, on va voir à quel point qu'elles ont participé à changer la façon qu'on voit les Autochtones, changer la façon qu'on voit les femmes autochtones, puis ultimement que les femmes peuvent aussi se voir différemment. Parce que quand on se voit comme rien, bien, on finit par le croire. Mais quand on se voit comme
quelqu'un de fort, une personne forte, une personne pleine de richesse, une personne qui peut s'en sortir et qui, ben, on finit par le croire, ça aussi. Hey, on est déjà rendu là. Wow! Ça ressemble-tu d'être? Je suis peut-être un peu vite, mais j'ai parlé vite. Merci beaucoup. Très intéressant. On a quelques questions. Donc, il y a Amandine au chat qui va prendre les questions. Je peux commencer avec une première. Donc, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en tant que femme autochtone dans l'industrie du cinéma? Hey, ça a tellement changé en 20 quelques années. J'ai gradué en 2005, puis j'ai tout de suite commencé à travailler. Ça semble cool, hein, que j'ai tout de suite commencé à travailler, mais j'ai été engagée sur quelques projets télévisuels surtout parce que on savait que j'étais autochtone, puis bon, il y avait la création du Aboriginal People's Television Network, qui est le poste de télé APTN. Puis, on commençait à mettre des espèces de balises de OK, il n'y a pas beaucoup de producteurs autochtones, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs autochtones, mais si tu réussis à engager quelqu'un d'autochtone qui s'intéresse dans le domaine, ça te donne des points supplémentaires sur ton projet. Fait que j'étais souvent engagée sur des projets non autochtones. J'étais super fière, là. Cool, je travaille en télé. Pour finalement me rendre compte que ce qu'ils voulaient, c'était une photocopie de ma carte de statut, là. Puis que je signe une affaire, mais qu'on se foutait totalement de mon point de vue. Puis si moi, j'essayais de dire hey, attends une minute, c'est pas comme ça, ou tu peux pas faire ça, tu peux pas rentrer dans une communauté de même, bien, je me faisais vite tasser. Fait que c'était très dur, ça. Fait que ça a été une embûche. Solution à ça, on a fondé une boîte de production, moi et mon conjoint. Mais après ça, ce qui était très difficile, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un beau projet, qu'on savait qu'il s'adressait à tout le Canada ou en français à tout le Québec, on se faisait dire ah, mais vous avez votre poste, vous autres. Va voir en PTN. Puis là, nous autres, on dit mais oui, mais en PTN, on connaît déjà cette histoire-là. On essaye d'amener cette histoire-là au reste du Canada. Puis ça a été très, très long avant qu'on fasse nos preuves puis que les gens nous fassent confiance avec des projets sur des chaînes qui n'étaient pas la chaîne des peuples autochtones. Même avec des histoires difficiles comme les femmes autochtones disparues assassinées, nous, on s'est fait revirer de bord par une des chaînes nationales qui disait moi, ça va pas intéresser notre monde. Tu sais. Fait que c'était ça qui était le gros, gros défi. Puis aujourd'hui, ben, un des défis, c'est quasiment le contraire. C'est que tout le monde veut être autochtone. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelqu'un veut se... OK, je vais y aller avec notre deuxième. Votre mini-série Pour toi, Flora a été diffusée à Radio-Canada, même distribuée aussi à l'international, a remporté plusieurs prix. Félicitations. Ah, merci. Quels impacts percevez-vous de ce rayonnement de vos films dans les communautés autochtones? Ah oui, surtout pour toi, Flora. Mais Rustic Oracle aussi, là, beaucoup, beaucoup. Euh, pour moi, là, pour toi, Flora, le moment où j'ai fait comme OK, on a bien fait de faire cette série-là. Parce que j'avoue que j'ai eu des doutes, hein. Juste avant que ça soit diffusé, j'étais comme, oh mon Dieu. J'avais le vertige, puis je me disais d'un coup que c'est mal reçu par les communautés, tu sais. Même si j'ai collaboré avec un groupe de survivants tout le long, évidemment. Eux autres disaient non, 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 on veut que notre histoire soit dans l'univers. C'est quand j'ai reçu le message d'un fils de survivant qui m'a dit, ça a été dur, mais je l'ai regardé, puis pour la première fois de ma vie, je comprends mon père. Et puis là, je vais essayer de pas pleurer, là, mais ça m'avait comme... J'ai fait, OK, c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pour que ces gens, tu sais, la génération en dessous, là, celle qui souffre encore aujourd'hui de tout ça, qui ait juste au moins un peu de, OK, là, je comprends un petit peu plus. Puis le reste, c'était du grévé, comme on dit. Le reste, c'était juste, wow, cool, mais ça, pour moi, c'était le moment que j'ai fait, OK, on a bien fait de faire le show. Bonjour. Donc, l'une des questions, je suis désolée d'avance pour mon accent, mais en tout cas, je place peut-être pas les lettres comme il faut. Pourquoi la communauté de Kanawake Ouais. est principalement anglophone alors que Kanasatake est plus bilingue?
Oui, super bonne question. Puis c'est vrai, à Kanesatake, on est beaucoup plus bilingue. Je pense que, puis même la situation géographique, même de la façon qu'on cohabite est différente. Ganawage est vraiment autosuffisante dans un certain sens. Tu sais, ils ont leur épicerie, leur bureau de poste, leur station-service, leur restaurant. Parce qu'ils sont plus, là. Je pense qu'il y a comme 7000 personnes à Ganawage. Kanesatake, on partage tout avec Oka. L'épicerie, le bureau de poste, les services municipaux, c'est en collaboration. Donc, on se côtoie tout le temps. Puis, le Kanesatake, en passant, c'est pas une réserve, hein. Ça n'a jamais été une réserve. C'est un territoire. Ça n'a pas de statut de réserve. Ça aussi, c'est ce qui est très différent de Ganawage. Puis, dans le village d'Oka, il y a des parcelles de terre qui sont considérées ce qu'on appelle Crown Land, là, qui appartiennent, entre guillemets, euh, au Gonigihaga, tu sais, au Ganasadagerono, les gens de Ganasatake. Donc, même, tu sais, exemple, mes grands-parents habitaient, quand ils étaient vivants, sur la rue principale du village d'Oka, mais sur une terre Gonigihaga, une terre de la couronne. Donc, des voisins, là, qui ont passé des années, des décennies, puis des générations. Tu sais, mon père est québécois, mais il est comme quatrième génération d'Oka. Tu sais, il n'est jamais sorti d'Oka. Donc, il a passé toute sa vie à cohabiter avec des gens de Kanesatake. Mon père voyait aucune différence quand il était petit là, dans ses amis. Fait que je pense que c'est ça qui fait que tu sais, si ton voisin il est francophone ou anglophone, puis tu l'aimes bien, puis il est fin, tu vas te forcer à apprendre sa langue. Personne qui a appris le Goniagera, par exemple, là, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai une autre question. En plus de ce qui a été mentionné, avez-vous des suggestions de livres, documentaires et autres pour en connaître un peu plus sur les femmes autochtones, l'aspect historique et actuellement l'organisation communautaire, etc. Ouais, hey, le pire, c'est que là, je vais chercher les titres, là. Je pourrais peut-être les envoyer par écrit par la suite, mais quand j'ai fait une série documentaire qui était justement sur la réappropriation du rôle des femmes autochtones, puis on avait fait beaucoup d'entrevues, puis beaucoup d'études, puis il y a une dame, me semble qu'elle s'appelle Kim Anderson, qui a fait carrément un livre au complet sur le rôle des femmes autochtones. Il y a Dr. Brigitte Larocque aussi, qui est métisse du Manitoba, qui elle aussi a écrit un livre sur le rôle des femmes autochtones. La série s'appelle Princesse, haha, justement. Je ne sais pas si ça se trouve encore sur le réseau APTN. Ça fait quand même une dizaine d'années, 7-8 ans. Au pire, je pourrais faire une liste. Je pourrais vous fournir une petite liste, là, parce que juste comme ça, je cherche. Faudrait que je fasse une liste. Ouais. Mais c'est une question super pertinente, puis même moi, voudrais cette liste-là. Fait que je suis aussi bien de la faire et de la partager, là. Ouais. Merci. Donc, notre doyen nous écrit: merci beaucoup pour cette très intéressante conférence. L'attrait pour les études universitaires vous semble-t-il différent pour les femmes et les hommes autochtones? Ça aussi, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Moi, j'étais bien contente d'aller à l'université, mais en même temps, moi, je viens d'une communauté qui est pas loin de Montréal. Fait que c'était comme pas un gros défi de venir à Montréal, alors que je sais, pour avoir parcouru beaucoup, beaucoup de communautés à travers les années, je sais que l'idée d'étudier ailleurs, juste ça, ça fait peur, tu sais, de devoir quitter. Là, maintenant, on a plus accès à des trucs à distance. L'autre enjeu, c'est de ne pas se reconnaître dans ce qui est enseigné. Tu sais, si toute la matière est vraiment d'un point de vue tu sais, colonial qui ne touche même pas à qui nous on est ou nos valeurs, ou notre façon de voir le monde, notre façon d'apprendre, mais c'est difficile de plonger sans embûche. Je vois qu'il y en a de plus en plus, par contre. Moi, si je recule de quelques années, dans ma communauté, l'année que j'ai commencé l'université, et les femmes dans ma communauté, tu sais, je parlais de femmes extraordinaires. Après avoir gradué de l'Université de Montréal, je voulais aller à Concordia. Puis, j'ai pas été acceptée la première fois. Puis, parce que, tu sais, dans ce temps-là, on pouvait pas juste faire notre portfolio avec un cellulaire, là. Ça n'existait pas. Il fallait louer de l'équipement et tout ça. Puis, des femmes dans ma communauté ont fait une grosse levée de fonds parce qu'ils ont fait, non, non, on a très peu de gradués, là. On a très peu de gens qui veulent poursuivre des études universitaires. Mon Dieu, qu'on va s'arranger pour que tu y arrives. Puis, ils ont ramassé assez de sous pour que je m'inscrive avec le New York Film Academy, mais à Paris. Puis, j'ai fait une session à Paris. Puis, j'ai fait un film là,
Puis c'est avec ça que je suis rentrée à Concordia. Mais ça venait de la communauté, tu sais, ça venait de ces femmes-là qui voulaient que je pousse. Puis quand moi j'ai gradué, on était 3 ou 4 du genre de Kanesatake à graduer, c'est tout. Aujourd'hui, il y en a plein, là. La fille de mon cousin, c'est une avocate. Je veux dire, il y a plein de monde qui font des choses extraordinaires. Fait que c'est faisable. Le défi, c'est rejoindre ceux et celles qui sont en communauté éloignée. Je pense que c'est encore un des gros défis. Mais je vois qu'il y a une volonté, là. Tu sais, moi, je suis souvent contactée par des écoles, des programmes qui font comme comment on peut rejoindre, puis comment qu'on peut créer un environnement sécuritaire physique et sécuritaire culturellement. Puis bravo aux institutions qui font l'effort de faire ça, là, dont l'Université de Montréal. Bravo. J'ai une autre question. Donc, c'est d'une personne qui est Première Nation des Abénakis. Notre langue et notre culture est presque totalement disparue, sauf un peu moins à Odanak. Ouais. Que peut-on faire pour préserver ce qui reste? Ouais. Hey, mon Dieu, ça, c'est la grosse question. Premièrement, ne pas couper les financements pour la protection de la langue. Il y a eu un engouement dans les dernières années pour puis des sous qui allaient avec, là, tu sais, pour développer des façons de protéger la langue, donc développer des dictionnaires, des programmes intensifs. Chez nous, à Ganassidagé, il y a un programme intensif de 3 ans pour apprendre la langue, puis ça, il y a une grande crainte que ça disparaisse, tu sais. Puis je sais qu'Odanak vit la même chose. Odanak, à Kiona, ils ont déjà eu un programme de la langue abénakise, mais là, ils n'ont même plus de profs pour l'enseigner, tu sais, tellement que ça... Euh, au niveau des connaissances culturelles et traditions, c'est honnêtement, il y a une participation des plus jeunes qui est importante. Aller chercher les jeunes, les amener dans les événements communautaires où il y a de la transmission, tu sais, des danses, des légendes et tout ça, des traditions culinaires. Puis il existe tout ça là, à Odanak, justement, là. J'ai beaucoup d'amis à Odanak. Mais au niveau de la langue, c'est un engagement qui est beaucoup plus long, évidemment. Mais je pense que juste tu sais, on parle de décolonisation, là, juste ces petits gestes-là tu sais, pourquoi, puis là, vision utopique de la vie, OK? Moi, je comprends pas pourquoi qu'il n'y a pas dans toutes les écoles primaires du Québec au grand complet un cours d'introduction de la nation sur laquelle l'école réside, là, tu sais. Je veux dire, à Montréal, ça serait pas si compliqué que ça qu'au primaire, il y a un cours d'introduction au Gonyagéha, la langue des Gonyagéhaga, puis de culture, juste pour connaître, hey, on est sur le, tu sais. Même chose, là, je veux dire, pourquoi qu'à Sorel, il n'y aurait pas dans les écoles primaires de Sorel un petit cours sur les Abénakis? Il me semble que comme société, on serait toutes juste mieux. Puis, parce que ça existe, hein, je veux dire, souvent en Nouvelle-Zélande, là, tout le monde est capable de dire bonjour, comment ça va bien, oui, par là. Toute la base de la langue maori, là, tout le monde la connaît, là. Mais c'est parce qu'il y a eu un effort collectif que ça s'intègre dans toutes les sphères de la société, puis pas en marge de. Tu sais, en ce moment, on est encore en marge de. Mais malheureusement, j'ai pas la solution. Ça, c'est la vision utopique de ma solution, qui, je sais très bien, ne se mettra jamais en pratique. Ben, c'est bon. Bonjour et merci Salut. pour la présentation. Moi, je suis Mathieu Mercier, donc je travaille à la faculté d'éducation permanente. Et j'avais une question justement qui rejoignait ça, puis je n'osais pas la poser parce que je me suis dit, on ne revient pas sur le sujet. Là, on y vient. C'est tout à l'heure, vous avez prononcé le mot SCO, si je Ouais. prononce bien. Et ça vous a un petit peu énervé, j'ai eu l'impression. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que ce mot-là, moi, je l'ai toujours entendu. Puis pour moi, c'est qui suis, j'allais dire québécois, mais pas québécois, mais d'adoption. Et je n'ai jamais été choqué quand j'ai entendu ce mot-là. Puis j'ai regardé sur mon téléphone et je me suis dit, oh, pourtant ça veut dire femme, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on voit. Et je me dis, il y a peut-être beaucoup de mots comme ça que nous, on utilise. Vous avez parlé du mot mohawk. Pourquoi on n'utiliserait pas justement le mot kanyegéaga? Et est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça qu'on utilise couramment sans vraiment savoir ce que ça veut dire? Oui, c'est une super bonne question parce que c'est vrai qu'à la base, c'est un mot qui était utilisé puis qui a été dénaturé puis qui est devenu autre chose, qui est devenu le mot pour parler de la femme autochtone facile, tu sais, puis qui est devenu... C'est un peu comme le mot sauvage.
sais, à la base, le mot sauvage n'était pas supposé être négatif. C'était quelque chose de beau. C'était quelque chose dans son état naturel, tu sais, qui respectait, qui vivait en harmonie dans son environnement. C'était quelque chose de beau, puis on l'a dénaturé, puis on l'a rendu sale, tu sais. Fait que tu sais, ça, c'en est un mot qu'on n'utilise plus, mais si on pouvait éventuellement se le réapproprier, puis le réidentifier, puis d'y redonner la définition que ça avait autrefois. D'ailleurs, Samian, il voulait faire ça avec si vous savez pas c'est qui, c'est un rappeur Anishinaabe, là. Son dernier album, il a fait une chanson qui s'appelle Sauvage, justement pour ça, pour redéfinir le mot un peu, tu sais. Évidemment indien, là, mais là, je pense que là, j'entends encore. Puis j'entends beaucoup en Europe encore le mot indien. Quand on va en France, j'arrive de la France, là. J'arrive là 2 jours. J'entendais encore les Indiens d'Amérique, tu sais, ou Amérindiens. Puis c'est comme, ah, encore. Ce qui est drôle, par contre, là, si mon chum était ici, mon chum, il est beaucoup plus res que moi. Tout le monde dans sa res utilise encore Indian. Mais c'est comme si, puis là, je le dirai pas, mais c'est un peu en parallèle avec, mettons, le mot en N. Qui peut le dire, qui peut pas le dire? Ben, c'est un peu la même chose. Puis chez nous aussi, c'est un peu comme ça, mais à Kitikandi, ils vont l'utiliser avec genre fierté. Nous, on peut le dire, puis nous, on sait que ça, tu sais, mais en général, on l'utilise pas, là, tu sais, ouais. Un peu comme, même réserve. Il y a du monde que ça l'irrite d'entendre le mot réserve. Nous, on dit tout res. Même les francophones, on dit res. Mais quand on parle, tu sais, comme là, je vous parle à vous, je ne dirais pas réserve, je vais dire communauté. Parce qu'on n'aime pas la notion d'être dans une espèce de enclôturé, là, tu sais. Allô? Allô? Ben justement, je voudrais rebondir là-dessus. Est-ce que justement, il y a un peu, bon, tu parlais avec Samian, mais récemment aussi, je suis allée aux États-Unis, jugez-moi pas. Puis ça a donné en fait que je me suis invitée dans un congrès, dans un des hôtels où j'étais. C'était le congrès Reservation 2025, OK. où il rassemblait justement plusieurs nations autochtones des États-Unis, entre autres, et qui utilisent le mot Reservation. Indian, reservation et tout ça. Est-ce qu'il y a justement une espèce de mouvement de réappropriation, un peu comme le mot queer à une certaine époque, maintenant qui est utilisé pour revendiquer les enjeux qui étaient avant une insulte, Mhm. mais qui est maintenant, ben, je suis queer puis je milite tout ça. Est-ce que tu sens justement une réappropriation des mots ou pas du tout? Je pense qu'on n'est pas rendu là parce qu'on est encore dans l'enseignement de ce qu'on devrait dire sans que ça sonne péjoratif. Puis, tu sais, les États-Unis, là, quand ça vient aux Autochtones, là, c'est des décennies en arrière de nous, là. Eux-mêmes utilisaient ces termes-là. Ouais. Donc, est-ce que c'est justement une espèce de... Justement, ils sont tellement teintés de par le colonialisme qu'ils utilisent encore ces Je termes-là. pense que c'est beaucoup Ouais, ça. c'est ça. Hein. C'est vraiment leur réalité et les faits, tu sais, c'est-à-dire que leur vie, il y a une clôture, là. Puis tu vis dans cet enclos-là qui est la reservation et ton identité est basée sur le fait que tu habites là. Fait que je pense que c'est encore plus emprisonnant comme mot, mais encore plus vrai de leur situation dans le moment. Est-ce qu'ils vont se défaire de ça? Tu sais, nous, on a voulu transformer réserve en communauté, mais aussi, tu sais, dans une optique de dégager dans l'univers quelque chose de plus positif, qu'on le voit autrement, qu'on voit le beau d'habiter en communauté. Je pense pas que la plupart des nations des États-Unis soient rendues là. C'est encore plus prison, tu sais, malheureusement. Peut-être dernière question. Pourriez-vous nous parler de votre prochain projet sur lequel vous Ouais. travaillez? Ben, le pire, c'est que j'en ai 2. Mais il y en a un qui sort bientôt. On a fait une série d'humour parce qu'après tant de drames et de traumas, ça fait du bien de rire. Mais aussi parce que pour vrai, là, les Autochtones, ça rit vraiment beaucoup. Ça rit, entre autres, c'est un mécanisme de survie, de défense et de survie. Fait qu'on a fait une série d'humour où est-ce qu'on vire ça de bord puis on rit des autres. Donc, ça s'appelle Pythago Stop. Ça va être diffusé en septembre
septembre, APTN Radio-Canada, tout.tv. Puis c'est vraiment un style un peu, imaginez-vous The Office, fait qu'un documentaire un peu, là, faux documentaire, mais dans une halte routière au bord de la route provinciale, mais qui mène dans une communauté Anishinaabe. Donc, les clients sont majoritairement non autochtones, mais eux autres sont autochtones. Fait que ça nous permet de rire un peu de ce qu'on a. Parce que mon copain et moi, les deux, on a travaillé dans des commerces dans nos communautés, mais des commerces qui desservaient autant les Allochtones que les Autochtones. Fait qu'on en a entendu des choses drôles. Fait qu'on a viré ça en petite série comique. Puis, je travaille aussi sur une autre série plus lourde, là, plus grande, dramatique, au sujet d'une famille qui hérite d'une pourvoirie puis qui ne savent pas quoi faire avec. Puis là, il y a des motards là-dedans. Puis, en tout cas, une grosse histoire. Encore là, dans un objectif de... Mes personnages sont autochtones, sont ancrés dans une réalité, mais ça n'a pas besoin d'être des thématiques d'enseignement sur l'histoire des Autochtones. On n'a pas besoin de reparler de trauma. C'est vraiment juste, voici des beaux personnages qui ont des personnalités et qui sont plus que unidimensionnels et qui vivent dans la vie. Puis comme ça, ben, on participe au changement de la perception des Autochtones à travers les histoires. Ben, ça fait plaisir! Merci! Nyawa! Nyawa Euh, Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette vraiment conférence touchante et extrêmement intéressante et stimulante à plusieurs points de vue. Je pense que toute la communauté l'aura apprécié. C'était un moment vraiment privilégié. Je me sens un peu drôle à titre d'homme blanc de conclure cette séance. Alors, je vais vous laisser la parole, puis sur pas une question, mais une invitation. Est-ce qu'il est possible de voir vos documentaires, films? Si oui, sur quelle plateforme? Parce que c'est sous l'ONF pour Mme Nobel-Samwin, mais Oui. dans votre cas? Ben, si vous voulez voir Pour toi, Flora, c'est sur tout.tv. C'est aussi sur CBC Gem, sous-titré en anglais, donc c'est quand même en français. C'est aussi en location sur Apple TV. C'est aussi sur APTN et sur France Monde, là. Donc, toutes ces chaînes-là. Rustic Oracle, qui est le film que j'ai mentionné sur les femmes autochtones disparues assassinées, et sur, je ne connais pas, Amazon Prime. Mais aussi sur Crave maintenant. C'est vrai, Crave, c'est canadien. Puis aussi à louer là, sur toutes les plateformes qu'on peut louer. On a fait... J'ai fait le The Oka Legacy, si je ne me trompe pas, encore sur CBC Gem, mais je ne suis pas certaine. On a fait une série extraordinaire qui s'appelle Skindigenous sur le tatouage traditionnel autochtone qui est disponible sur la plateforme d'APTN Lumi, mais qui est aussi sur CBC Gem et sur PBS, si vous avez PBS. Puis le DEP, c'est difficile. Le DEP commence à être vieux. Donc, le DEP, en ce moment, il est juste alloué sur Vimeo, qui est comme la plateforme de vidéo. Mais on travaille là-dessus. Là. On a fondé une boîte de distribution dans le but de créer de meilleure visibilité pour les projets autochtones du Canada. Puis, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des projets qui ont plus qu'un certain âge, qui n'ont pas eu de distribution, ça meurt, puis ça ne devrait pas mourir. Mais si vous voulez voir le DEP, écrivez-moi, je vous enverrai un lien. Bienvenue, merci. Nyawagoa, merci.